Antibes, dans le sud de la France. Il existe un endroit où se retrouve habituellement, dans le plus grand secret, un groupe de jeunes chauffards clandestins. Cela se passe dans la plus parfaite illégalité sur un parking public. Un rassemblement d'une quinzaine de voitures, des modèles parfois surprenants, parfois d'occasion. Sur le siège conducteur, uniquement des hommes qui aiment faire rugir leur moteur. Et voilà comment cela se passe. Chaque participant se lance dans une démonstration. Cela s'appelle le drift. Il s'agit de faire brûler les pneus avec des dérapages à haute vitesse qu'il faut à tout prix contrôler pour éviter que la voiture ne se retourne. Publié sur les réseaux sociaux, l'exercice sera ensuite jugé et décortiqué par les puristes. Dans leur propre jargon, ici on met des notes pour ce que l'on entend et ce que l'on voit, et même sur l'odeur. Nickel. Ah, on cherche, voilà, hein. Qui fait le meilleur travers, qui a la meilleure voiture, le meilleur skill en termes de pilotage. Et c'est pas mal, là. C'est suivant de ta Prestation. Bah, je sens le pneu, donc c'est un bon truc. Il y a de la fumée, il y a de l'odeur, Il y a du spectacle, il y a du spectacle, ce qu'on veut. la voiture est belle. C'est à la fois du plaisir quand on voit que la voiture, on peut la mettre dans des positions autres que toujours rouler droit sur autoroute ou entendre le moteur hurler aussi. Les rupteurs, les conneries comme ça, c'est monstrueux, c'est des sensations que ça va directement au cœur en fait. C'est vraiment plus on fait, plus on a envie de faire et plus on plus on kiffe en fait. Plus les sensations sont fortes, plus je kiffe ça et c'est excellent quoi. Shootés à l'adrénaline, ils ont entre 18 et 25 ans. Tous des passionnés de mécanique, étudiants ou dans la vie active. Et lorsqu'ils se retrouvent, c'est évidemment pour comparer leur voiture et se renseigner sur ce qu'il y a sous le capot. Car ici, le moteur, c'est comme une œuvre d'art. C'est quoi? Oh, t'as un moteur VTEC, maman! Qu'est-ce qu'il y a là? Vas-y, explique. Bah, alors, il a un moteur VTEC, donc avec un déphasage d'Arbracam qui permet d'ouvrir plus les soupapes au régime, ce qui fait que la voiture elle marche très bien au régime. Ah, moi j'ai rien compris. Ça veut dire quoi? La voiture, plus il monte dans les tours, dans la zone rouge du compte tour, plus la voiture va marcher plus fort. La voiture va avoir plus de puissance en fin de compte tour. Un vocabulaire difficile à traduire pour les novices. Et pour cause, ici il n'y a que des spécialistes, capables en un coup d'œil de détecter la qualité d'un moteur. Un moteur à l'ancienne, hein. Une usine à charbon. Ça charrie un peu là, non? Oui. Mais c'est de bon cœur. C'est pas assez puissant ça? Ah si, c'est plus puissant que nous, mais c'est moins rapide que nous en courbe. Et pour d'autres, il suffit simplement de tendre l'oreille. Ah bah là, il y a aussi un beau moteur qui arrive. C'est-à-dire que là, à l'oreille, vous savez ce qui arrive? Oui, Oui. oui. On a suivi la préparation de moteur de près. De très près. Très très près. Lui, c'est celui qui a la plus belle V-moteur en vrai. Les spécialistes ne s'y sont pas trompés. Ils ne se sont pas fiés aux apparences. L'extérieur ne peine pas trop de mine. Je dirais que c'est une voiture banale, mais à l'intérieur, ça cache un joli bijou. Voici donc le Nec Plus Ultra à leurs yeux. Un véhicule passe-partout à première vue. En réalité, un bolide trafiqué. Toute la partie mécanique et transmission est démodifiée. Il y a un volant moteur allégé, il y a un embrayage renforcé. Et après, beaucoup d'esthétique, je sais pas comment vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui est l'origine en fait là-dedans? Actuellement, de ce que vous voyez, c'est le filtre à essence et la direction assistée. Des voitures complètement remontées pour faire ça. Des concours de vitesse avec des parts arrêtées. Tu passes quoi là? Bah là, il y a les Allemands qui défient les Japonais. Hein. Voilà. Alors victoire de la marque allemande sur sa concurrente nippone. Impossible à déterminer. La piste, elle est pas assez longue. La Subaru, elle aurait repris la longueur, c'est sûr. Il a accéléré. Ah, il a coupé tôt la ligne. De toute façon, là, ils vont pas s'arrêter de sitôt. Oh bah là, c'est parti pour. Je pense que la Subaru, elle a une rancœur envers la Mini. Et il n'y a pas que des figures imposées.
Ouais, là, il est sur 3 roues. Voici le 4x4 sur 3 roues. L'exercice semble impressionnant, mais pour les spécialistes, l'essentiel n'est pas là. C'est quoi, il y a combien de chevaux là-dedans? 116. C'est une grosse cylindrée? Ouais, 6 cylindres. Après, tu prends pas de grande vitesse, c'est pas fait pour. Mais... Non, bah, je dépasse pas les 100. Les jeunes gens l'ignorent, mais avec tout ce raffut, on va bientôt siffler la fin de la récré. Bonjour. La police. Si les forces de l'ordre déboulent, c'est qu'elles avaient un œil sur ce petit manège illégal. Du coup, le groupe est contraint de déguerpir. Une hécatombe aussi terrible qu'une guerre. Dans le monde, plus d'1 million de morts chaque année, 20 millions de blessés. En France, ce sont plus de 3000 personnes qui perdent la vie. Des drames dus parfois aux conducteurs, en état d'ivresse au volant, sous l'emprise de stupéfiants ou grisés par la vitesse. Des vies brisées aussi par des chauffards, des délinquants de la route ultra dangereux, avec des conséquences dramatiques. Alors, qui sont ceux qui, au volant, ne se rendent pas compte que leur voiture peut devenir une arme par destination? Pourquoi aujourd'hui certains, comme les cyclistes, sont tentés de considérer la route comme une véritable jungle? On a l'impression qu'il y a une certaine tension, qu'il y a une guerre sur la route. Qui sont ces hors-la-loi qui roulent à tombeau ouvert dans les rues de Lyon? Pourquoi ne pas admettre qu'un mauvais conducteur peut détruire des vies et doit être considéré comme un délinquant? Moi, ça, c'est pas des accidents. Ça, c'est des demi-meurtres pour moi. Si aujourd'hui la question se pose aussi franchement, c'est que la France est confrontée à un fléau, les rodéos sauvages. Le principe, faire des acrobaties les plus extrêmes sur le bitume, dans la plus totale illégalité. Décriés par les riverains, mais admirés dans certains quartiers pour leurs prestations. Un phénomène qui vient des États-Unis, que la police combat sans pitié. Une nouvelle mode illégale que les forces de l'ordre ont beaucoup de mal à stopper. Bon voilà, 2-3 trottoirs, il n'y a plus personne. Hein. Oh, vous échappez quoi. Ah ouais, on s'échappe. Face à ces chauffards qui peuvent tuer et qui nient effrontément lors de leur interpellation, Je suis un petit peu en retard, il y avait des bouchons là-bas tout à l'heure. les forces de l'ordre dégainent la preuve par l'image incontestable, la vidéoprotection. Il remonte la file à vive allure et en fait n'hésite pas à forcer le passage. Autre solution, les stages de sensibilisation ou comment vivre dans la peau d'un accidenté de la route. Je me suis dit que si demain ça devait arriver, je le referais pas. Mais cela reste difficile de désintoxiquer ces jeunes addicts à leur passion mortelle. On n'est pas idiots, on n'est pas sous alcool, on n'est pas sous stupéfiants, on est 100% maître de nous. Au XXIe siècle, le visage du chauffard évolue, avec des dingues de vitesse qui doublent les voitures en ville, qui ne sont ni au volant, ni en moto, mais en trottinette électrique, à 100 km/h. Pour ne plus être hors la loi, certains motards de l'extrême préconisent de pratiquer leur discipline dans de nouveaux espaces, loin des axes routiers. C'est une discipline qui est née dans la rue et qui se développe dans la rue. Et tant qu'elle n'aura pas de cadre, elle restera dans la rue, en fait. C'est ça le truc. Enquête sur ces nouveaux hors-la-loi, parfois adulés sur la toile pour leurs exploits filmés comme des héros et qui peuvent en une poignée de secondes devenir des tueurs. Après le parking, à 22h, le groupe se retrouve dans un quartier résidentiel d'Antibes. C'est en pleine rue que les chauffards font rugir leurs moteurs. S'ils choisissent d'opérer à la nuit tombée, c'est parce que sur la route, ils espèrent croiser moins de monde. Une circulation moins importante qu'ils interprètent comme un risque mesuré. Qui passe en premier, c'est en quelle ordre? Ouais, on se tourne, on s'échange. C'est quoi le programme là? Ouais, on va aller faire une petite balade, tous ensemble. Une balade. Ouais, une petite balade. Ouais, tranquillement.
J'arrive pas à enlever la On va voir s'ils savent se tenir. L'homme a le sourire, car il devine que la petite balade tranquille va se métamorphoser en course de vitesse. Cela ressemblerait presque à un jeu vidéo grandeur nature. Il suffit de comparer en images. Voici le jeu. Voici la version en décor réel. La ressemblance est frappante. Et si on demande d'expliquer aux participants leur motivation... Ici, c'est un petit peu notre terrain de jeu depuis qu'on est tout petit. On connaît les routes par cœur. La moindre bouche d'égout, le moindre nid de poule. Là, tu fais quoi? Tu taquines, tu provoques? C'est quoi avec les copains là? Ouais, j'essaie de les exciter un petit peu. Un petit jeu pour eux. Une conduite totalement irresponsable en réalité. Franchissement de lignes blanches, excès de vitesse, où l'on oublie les 30 km/h réglementaires, dépassement par la droite. Chaque infraction représente un retrait de 3 points sur le permis. Mais qu'importe, c'est le concours très viril qui prime. L'ego masculin fait qu'ils veulent se tirer la bourre, qui a la plus puissante, qui a la plus rapide. Mais pas question pour eux d'avouer leur inconscience au volant. Ils s'imaginent au-dessus des lois. Et évidemment, à l'abri de tout danger. On fait attention, on sait très bien que derrière un virage, il peut se passer plein de choses. Un piéton qui traverse, un vélo, même un animal qui traverse. On n'est pas idiot, on n'est pas sous alcool, on n'est pas sous stupéfiant, on est 100% maître de nous. 100% maître de son véhicule, est-ce vraiment tout à fait sûr? En fait, je sais pas ce qui s'est passé, je regardais à côté s'il y avait quelqu'un, il a freiné, boum, on a touché. Ouais, mais c'est rien de bien, tranquille. Faut se voir, c'est ça, une merdouille là, ouais. C'est de l'esthétique ça. Il n'y a pas une trace, il n'y a rien. Pas de respect des distances de sécurité. Heureusement, les chauffards n'étaient pas à leur maximum. Il y a eu des pointes flashées à 200, 220. Ouais, pas de notre groupe. Hein. Après la course-poursuite, dérapage contrôlé sur la plage. Avec en prime, un concert de pots d'échappement. Des décibels tellement forts qu'ils cassent les oreilles à tout le voisinage. Faut vite partir? Ouais, parce que là, ils ont fait du bruit, ça fait des nuisances sonores, les gens, ils se plaignent. Et donc, police? Et donc, police. Et donc, police, bruit, immobilisation de véhicules, amende. Rebelles et rigolards, ces jeunes intrépides se rêvent comme les dignes descendants des héros du film Fast and Furious. Mais c'est un fantasme, car dans le monde réel, ils sont considérés par les riverains comme des tueurs potentiels, une fois qu'ils sont au volant. C'est le cas à Lyon. La 3e ville de France est confrontée au fléau des chauffards, notamment dans le centre-ville. À tel point que pour dénoncer ce danger, les riverains ont filmé avec leur portable. De nuit, mais aussi en plein jour, les chauffards se contrefichent de tout, y compris des cyclistes. De quoi exaspérer les habitants. C'est le cas de Sarah et de Nathalie. Si aujourd'hui ces deux mères de famille montent au créneau, ce n'est pas par hasard. Sarah a failli se faire faucher. Je ramenais mes enfants à 14h à l'école. J'ai emprunté un passage piéton. Il y a une voiture qui a fait une accélération. Voilà, c'était 2h de l'après-midi et je ne sais pas à quelle vitesse elle allait, mais certainement beaucoup trop vite. Le plus stupéfiant, les chauffards opèrent dans une des artères principales du centre-ville. Les voitures arrivent de là. Donc elles klaxonnent déjà tout le long de cette rue, qui s'appelle la rue de la Barre. Donc elles ont une grande ligne droite où elles peuvent se faire plaisir.
Et soit elles tournent et elles font le tour de la place, ou soit elles vont directement dans le Vieux-Lyon. C'est problématique parce que déjà ça fait du bruit, ça fait un boucan d'enfer, et puis surtout c'est ultra dangereux. Effectivement, s'il y a une voiture qui arrive à vive allure, je pense que voilà, à un moment il peut ne plus être maître de son véhicule, et effectivement percuter un piéton ou même un vélo, un autre automobiliste, c'est très très dangereux. De graves accidents provoqués par des inconscients, c'est arrivé à plusieurs reprises en 2020. Janvier, une cycliste est grièvement blessée par un chauffard en fuite. Juillet, un chauffard tue une femme après l'avoir percutée et traînée sur 800 mètres. Octobre, un conducteur qui n'avait pas le permis a fait 1 mort et 2 blessés graves. Nathalie et Sarah ne sont pas les seules à dénoncer ces chauffards. Elles ont pu s'en rendre compte lorsqu'elles ont lancé leur collectif en ligne, Lyon en colère. En fait, on a créé donc un groupe sur Facebook et très vite, on a eu très vite beaucoup de gens qui nous suivaient sur ce groupe, de membres en fait. Plus ceux de Guillotière, plus ceux de Gerland, plus ceux du Tonkin, plus ceux de Charpennes, on est, sans mentir, je pense qu'on est à quasiment 10 000 personnes. Ouais, 10 000 personnes, je pense. Voilà. 10 000 personnes au bord de la crise de nerfs dans l'agglomération lyonnaise. Chaque jour arrivent de nouveaux témoignages, accablants. Rue de Brest, c'est un véritable enfer. La semaine, le week-end, à n'importe quelle heure, même en pleine journée. L'autre jour, j'ai croisé un quad à 16h20, les 2 roues avant en l'air. Rue Édouard Herriot. Autour de la place des Célestins, des idiots faisaient plusieurs fois le tour de la place à toute vitesse, à l'heure des sorties de crèche, de MJC. Voilà, la nuit, n'en parlons pas, et ça ne fait qu'empirer. La colère a atteint un tel degré que l'on craint des dérapages. Les riverains sont tellement excédés, et on les comprend largement, ils veulent jeter l'entièreté de leur appartement sur les voitures en bas. Sur cette vidéo, des habitants jettent des œufs sur la voiture d'un chauffard. Du coup, les chauffards répliquent en balançant des pétards. Vous avez les enfants, vous, monsieur? Parce que nous, on en a qui dorment ici, là. Ils sont là. Pardon, on n'a rien jeté. C'est vous qui avez fait péter un pétard ici, là. On n'a rien jeté, ça va pas la tête. Qu'est-ce que vous avez dans la main, monsieur? Donc nous, on essaye un peu de faire tampon, parce que le but, c'est vraiment pas que ça parte en cacahuète comme ça. Mais jusqu'à quel point c'est vraiment de l'exaspération au plus haut point, et c'est urgentissime de faire quelque chose. Alors, la guerre chauffard-riverain est-elle inévitable? Quel est le profil de ceux qui piétinent le code de la route? La vitesse est-elle comme une drogue dont ils ne peuvent plus se passer? Dans le nord de Paris, il y a un casse-cou. Un homme intrépide de 23 ans. Il s'appelle Volsey, un dingue de vitesse incurable. Un youtubeur pas comme les autres qui a filmé tous ses exploits en bécane et qui les publié sur Internet, visionné par près de 70 000 abonnés. Depuis des années, l'homme se résume à une seule obsession, faire exploser le compteur à tout prix. 1, 2, 1. Se donner à fond, ça c'est une vraie passion. Et mon record de vitesse, alors c'est pas forcément une fierté pour tout le monde, hein, mais j'ai pris 300 km/h et c'était beau. Tu vas très vite. 300 km/h sur une moto, ça paraît énorme parce que la plupart des gens savent faire que du vélo et ils se disent ouais, mais dès que je dépasse 20 km/h, c'est impressionnant et tout. Mais une moto, il y a la bulle qui protège. C'est pas 300 km/h d'un coup, il y a la vitesse qui vient petit à petit. Surtout de se dire qu'on va aussi vite que le TGV, c'est cool. Aller aussi vite que le TGV, la vitesse a toujours été sa drogue. Pour lui, la moto qui a accompagné sa vie, c'est comme sa compagne. Quand je l'ai vu, on est tout de suite tombés amoureux. Ça a été très rapide entre nous et puis on a vécu des choses maintenant et encore un peu quelques séquelles, mais voilà, c'est là qu'est la clé du bonheur. Elle est là, juste là.
Et tout son argent est passé là-dedans. C'est simple, tous mes sous, ça part là-dedans. Des fois, je sors pas avec les copains juste parce que non, j'ai une paire de pneus à acheter ou parce que voilà, je vais pas acheter la nouvelle console parce que j'ai pas le temps, je fais de la moto. J'ai pas le temps pour ça, moi. J'ai des vraies choses importantes à faire. Ce qui obsède Volsey, repousser les limites toujours plus loin. Oh my God. Quand il se retrouvait sur un circuit, l'objectif était de franchir la barre des 200 km/h. Mais à une telle vitesse, la moindre faute peut se révéler fatale. Surtout en cas de sortie de route. Mais une fois de plus, tout cela ne s'est pas transformé en drame. Une perte de contrôle sans bobo. Une chance qui a brusquement abandonné le motard il y a 2 ans. Sa folle passion l'a conduit tout droit dans le décor. Il a échappé d'un cheveu à la morgue. Le lieu du drame, cette route départementale, sous les yeux de ses amis. 16 octobre 2018. « 16h15. Volsey ne peut plus bouger. Victime de sa passion, la vitesse. Victime de ce qu'il est, un chauffard. Aujourd'hui, Volsey, l'ex-motard, se déplace à pied. Il a abandonné l'amour de sa vie, sa bécane, une Kawasaki 1000 cm3. À cause de l'accident qui aurait pu lui coûter la vie, une terrible sortie de route que personne ne peut oublier. Ni lui, ni son ami, témoin de l'accident. Je suis arrivé très vite d'en haut et il y avait qui est là, qui était juste là à l'intérieur, qui prenait une photo, voilà. Et je suis rentré trop tôt dans le virage, ce qui a fait que je me suis déporté. Et en fait là, soit je venais taper le muret dans ma trajectoire, soit je tentais un freinage tout droit à travers le champ. Sauf que ce que j'avais pas calculé, c'est que en fait le champ, je pensais qu'il était plat. Alors qu'en fait, c'est un gros trou de 2,50 m dans les ronces qui sont là. Volsey refuse de dévoiler la vitesse à laquelle il roulait. Mais ce qui est certain, c'est qu'en ce mois d'octobre 2018, son ami a bien eu peur de le perdre. J'ai vu la moto partir, j'ai entendu le bruit. Après, ces cris de douleur, donc ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Volsey porte encore sur son corps les stigmates du choc. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 aggrafes. Volsey a frôlé la paralysie. Pour l'extraire du fossé, les pompiers ont dû utiliser une nacelle pour évacuer le blessé. Le dingue de vitesse a bel et bien failli laisser sa vie sur le bitume. En fait, tout ça, ça a broyé ma vertèbre T12. Ça l'a broyée sur elle-même. Donc elle était quasiment inexistante à ce moment-là. Et du coup, ce qui faisait que j'avais la moelle épinière apparente. Donc il a dû prendre d'autres vertèbres pour en refaire une autre et tout. On pourrait imaginer que se trompe la mort qui a évité le cercueil ou le fauteuil roulant s'est assagi. Mais c'est mal le connaître. Cet accro à la vitesse veut toujours faire hurler la gomme. Comme ce n'est plus possible à moto, voici son nouveau jouet. Un bolide ultra puissant, 350 chevaux, 260 km/h, pied au plancher. La voiture préférée des gendarmes pour les courses-poursuites. Une japonaise facilement identifiable par le bruit de son moteur. C'est une voiture, on ne passe pas vraiment inaperçu avec, hein, mais c'est l'esprit qui va avec aussi. Hein.
tout d'un coup, on entend du bruit, qu'est-ce que c'est? Et puis on voit un aileron énorme. Après la moto, le passionné de vitesse s'est donc trouvé un autre moyen de transport. Alors ma voiture, elle sert clairement à compenser le manque de plaisir au quotidien que j'avais en moto. C'est une voiture qui pourrait monter, je pense, jusqu'à 260. 260 km/h. Alors que, rappelons-le, la vitesse maximale en France sur autoroute est limitée à 130 km/h. Mais Volsey semble s'en moquer. Je peux pas dire ma vitesse maximum avec ce véhicule. Ce serait mauvais pour moi si toutes les choses que j'ai pu faire dans ma vie sans m'en vanter ou quoi, mais si je devais les dire, je pense qu'il y aurait, j'aurais peut-être besoin d'un avocat. Volsey, le provocateur, a conscience qu'il pourrait avoir de gros soucis avec la justice. Mais malgré tout, il prend le risque, comme il le prend sur la route. Le portrait type du chauffard, comme un joueur, amateur de roulette russe. Toujours persuadé qu'il va gagner, alors qu'il met sa vie et celle des autres en danger. Et peu importe le moyen de transport. Car aujourd'hui, le rodéo sauvage peut aussi ressembler à ça. Une manif sur les Champs-Élysées, avec des conducteurs juchés sur des trottinettes électriques. En France, ils sont 1 million à avoir été séduits par ce jouet d'enfant des années 30, remis au goût du jour, grâce à un moteur électrique. Vitesse limitée à 25 km/h, mais pas pour tout le monde. Certains parviennent à aller aussi vite qu'un scooter. Ceux que l'on peut appeler les trottinettistes font aussi n'importe quoi. Griller des feux rouges ou défier des motos à des vitesses vertigineuses que ces engins ne devraient jamais atteindre, en théorie. Bienvenue dans l'antre d'un jeune homme que l'on pourrait comparer au druide Panoramix. Samy, 19 ans, qui a le pouvoir de métamorphoser les trottinettes électriques en petits bolides survitaminés. De base, c'était une trottinette achetée dans le commerce que j'ai complètement retapée de A à Z. En fait, j'ai juste laissé la carcasse et j'ai retapé toute l'électronique en laissant les freins aussi d'origine. Parce que des freins hydrauliques, c'est le minimum à avoir sur une trottinette qui dépasse les 90 km/h. Rouler avec ce modèle à de telles vitesses est totalement illégal en France. Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux, comme Samy, à vouloir braver l'interdit. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous pour justement refaire leur trottinette. Ouais, il y en a pas mal, ouais. La plupart des gens à Paris, il y en a qui cherchent beaucoup plus de puissance que ceux d'origine sur leur trottinette. Par mois, vous êtes capable d'en faire combien? Par mois, 5. Je peux en faire 5. Samy reboosterait environ 60 trottinettes par an. Un travail artisanal, car chaque modèle est unique, et cela a un prix. Sincèrement, il y en a pour à peu près 5 000, 6 000 euros en tout, sur tout ce qu'il y a sur la table. Je sais que ça fait un billet, mais après, par exemple, un T-Max, je vais pas avoir de problème à le bouffer au démarrage. C'est sûr qu'à la longue, il va me manger. Des fois, ça m'arrive de me mettre à côté de certains motards au feu rouge. Ils me regardent mal, très mal des fois, parce qu'ils disent « Ouais, il a un trottinette électrique, il a un casque de moto, il a des gants, il a une veste en cuir, il se prend pour qui ?» Bonne question, monsieur Samy. Vous vous prenez pour qui? Car en réalité, à partir de 22 h, il y a métamorphose. Samy endosse son costume de chauffard New Look. Un petit slalom entre les voitures et les motos. En 2 minutes, Samy s'éloigne de notre équipe de tournage. Puis il arrive même à semer notre cadreur, pourtant sur une 125 cm3. Pas trop compliqué pour me rattraper? Non, ma crainte, c'est que vous n'arriviez pas à vous arrêter en fait. Non, j'ai des bons freins quand même. Évidemment, le jeune homme est déjà en infraction pour excès de vitesse. Mais ce n'est pas vraiment son problème.
D'autant plus que les motards qu'il croise sont hallucinés par les performances de son nouvel engin. Heureusement, t'as des gros freins. Bien sûr. Je suis un peu comme vous, frein hydraulique. Hein. Si la question des freins ne cesse de se poser, c'est que le danger fait bien partie de cette virée nocturne. On a beau jouer les Superman sur trottinette, on n'est pas forcé d'ignorer la réalité. En fait, j'ai autant de risques qu'une moto. J'ai ni plus ni moins de risques qu'une moto ou qu'une voiture. Faut que je fasse attention à tout le monde, faut que le monde fasse attention à moi et qu'on vive en harmonie, quoi. J'ai eu 4 accidents, 3 légers et un qui m'a quand même coûté mes rotules des jambes. Toujours, faut pas lâcher l'affaire. Comme depuis belle lurette, Samy a dépassé les 25 km/h, il risque la confiscation de sa trottinette et jusqu'à 1 500 € d'amende. Un règlement qui fait hurler celui qui viole déjà la loi. La limite légale pour une trottinette électrique, c'est 25 km/h sur les voies publiques. Tu t'en penses quoi? C'est pas assez, sincèrement c'est pas assez. Le fait qu'on soit trop bas en termes de vitesse, c'est un danger. Pour justifier son raisonnement un peu alambiqué, Samy le chauffard fait un rapprochement avec d'autres délinquants de la route. C'est vrai qu'il y a du plaisir. Par exemple, c'est comme les Porsche ou des trucs comme ça qui viennent sur les Champs-Élysées, ils roulent pas à 50, ils roulent pas à 80. Ils s'amusent à faire quelques petites pointes quand ils voient qu'il y a personne ou... Voilà quoi. Bah moi aussi, de temps en temps, je m'amuse un petit peu. Ce soir, sur le boulevard des Maréchaux, dans le nord de Paris, la tête brûlée a bien l'intention de montrer ce qu'a dans le ventre sa création. Et personne n'empêchera ce test de vitesse. S'il y a la police, dont je vois qu'ils sont vraiment chauds à essayer de m'arrêter, je trace une pente, ils me voient plus au bout de 2 rues. C'est fini. Mets-toi derrière. Voici l'endroit. Ce n'est pas un circuit pour tenter des expériences, et pourtant... Regarde, ici ça a tout le temps été libre. C'est là que je tape mes meilleures pentes pour essayer. Là, c'est clair qu'il n'y a personne qui traverse, il n'y a aucune voiture qui passe à cette heure-ci. Attention, c'est parti. Samy se lance du bout de cette avenue. Cette voiture qui arrive respecte la limitation et roule à 50 km/h. Très vite, Samy la dépasse sans aucune difficulté. Dans l'euphorie du moment, le casse-cou en oublie le code de la route et grille des feux rouges. Ce qui lui vaudrait un retrait de 4 points sur son permis de conduire. Mais le chauffard s'en contrefiche, il n'a pas de permis. Tac, 45 km/h en vitesse moyenne, vitesse max 103 km/h. Je pensais pas faire autant, mais 103 km/h, ça va. 103 km/h sur une trottinette. 4 fois plus que la vitesse autorisée. Du grand n'importe quoi sur le bitume. Mais il est loin d'être le seul hors la loi sur la route. C'est une mode qui s'affiche sur les réseaux sociaux. Le rodéo sauvage. Pas une région de France n'échappe à ce nouveau phénomène. Que ce soit à Lyon, Grenoble, La Rochelle ou encore à Marseille. Les motards youtubeurs publient leurs exploits pour faire le buzz. Des acrobaties spectaculaires, très dangereuses, la plupart du temps dans l'illégalité la plus complète. Les acrobates de la bécane, en voici 2. Stewart et son ami, 2 Marseillais passionnés par leurs petits bijoux, qu'ils bichonnent consciencieusement. Et pour cause, cette motocross peut aller jusqu'à 160 km/h et coûte 10 000 €. Faut que ça brille, le vert fluo, en plus ça flash bien. 2 lavages minimum par jour. Un nettoyage pour un engin qui n'a pas fini encore son rodage. Pour qu'elle soit bien neuve, je vais la garder neuve au maximum. Elle est neuve là? Là, elle est... à la 40 heures, elle est nickel. Une moto presque parfaite,
pour faire des figures sur le bitume, sans aucune protection pour l'un des deux motards. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un casque. Donc bon, c'est toujours mieux. Hein. Parce que vous prenez un peu des risques quand même. Oui. Après, moi, je sais que, par exemple, lui, il a jamais mis de casque. Et bon, moi, j'essaye de lui dire de mettre un casque, hein, mais il n'arrive pas. C'est donc dans le plus grand mépris de la loi de 1973, qui a rendu le port du casque obligatoire pour les deux roues, que Stewart va se lancer à corps perdu dans ce qui représente la plus grande passion de sa vie. Le rodéo urbain au cœur de Marseille. Son kiff, cabrer sa machine au maximum. Ces deux jeunes sont des enfants du pays. Stewart est né ici, dans les quartiers nord de Marseille. C'est là, à l'âge de 14 ans, qu'il a découvert sa passion, le cross-bitume. Une activité aussi populaire que le football chez les adolescents. Avec une différence de taille, il faut acheter sa propre bécane. Stewart a donc dû patienter, économiser, pour s'offrir avec ses premiers salaires l'objet de ses rêves qu'il convoitait depuis des années. La moto et les rodéos sauvages, une passion tellement envahissante qu'elle vous empêche de faire parfois des bêtises durant l'adolescence. T'as tous tes copains ici? Ouais, j'ai des amis. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont dehors. Après, c'est le quartier, chacun. Il y en a qui travaillent, il y en a qui travaillent pas. C'est comme ça. Toi, tu fais partie de ceux qui travaillent, ouais, bien sûr. C'est important pour la santé, le travail. Dans un quartier comme ça, tu aurais pu mal tourner, comme certains? Oui et non. On peut mal tourner, après ça dépend de nous-mêmes, ce qu'on a dans la tête. Et ça aussi, ça fait sortir... C'est comme le foot. On descend, on prend une moto, on démarre, on fait de la moto. On descend, on prend un ballon, on fait du foot. Si ça peut en sauver certains. Au lieu de traîner dans le quartier, on fait de la moto. J'avais les yeux qui brillaient quand j'ai acheté ma première moto, c'était incroyable. La moto, antidote contre la délinquance, pas si sûr. La plus grande critique qu'à chaque fois on peut avoir, c'est « Ah, c'est une moto volée, c'est des jeunes du quartier qui font n'importe quoi ». Ça n'a rien à voir. Nous, on fait de la moto parce qu'on a envie de faire de la moto. On n'a pas volé la moto à quelqu'un, on l'a acheté, on est content d'en faire tous les week-ends. Après, voilà, il y aura toujours des gens qui vont critiquer, c'est normal. Hein. Voilà. Des motards gentils garçons qui oublient parfois leur casque à la maison. Le problème, c'est que la réalité n'est pas toujours aussi idyllique que ça. Une grande gueule sans concession le sait parfaitement. Les rodéos, les gamins de banlieue, elle connaît. Elle a vécu la faim, la misère et les ravages du trafic de stupes à Marseille dans son enfance. Devenue sénatrice socialiste, Samia Ghali a tenté de prendre à bras le corps ce fléau. Ça, toutes ces collines, vous voyez, on est entre la mer et la colline. Elles aiment bien en général venir faire du rodéo à ce moment-là dans ces collines. Alors, on a mis des pistes cyclables, elles servent plus finalement au rodéo qu'au vélo. J'ai jamais vu un vélo dessus d'ailleurs. Voilà, parce qu'aller faire du vélo là, il faut être vraiment bien accroché, quoi. Faut pas avoir peur de rien. Aujourd'hui, la quinquagénaire a une idée précise du profil des jeunes qui paradent en moto. Il y en a qui font de la moto, qui n'ont même pas le permis moto, alors c'est vous dire. Hein. Pas de permis moto, pas d'assurance, comme ça vous êtes tranquille. Faites un accident avec des gens comme ça, vous êtes tranquille. C'est la triple peine. Une pratique donc très dangereuse. D'autant plus qu'il y a 2 ans encore, aucune loi ne permettait de la pénaliser. Les jeunes profitaient alors d'un vide juridique. Inadmissible pour Samia Ghali, elle met le sujet sur la table au Sénat. Il faut que ça bouge. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Comme beaucoup d'élus locaux, je m'inquiète et je suis inquiète par le phénomène des rodéos sauvages qui empoisonnent et mettent en danger la vie de milliers de personnes. Que comptez-vous entreprendre afin que, quelle que soit la nature de l'incivisme ou du délit, force reste à la loi? Résultat, en 2018, la législation change.
À présent, si vous participez à un rodéo sauvage, vous risquez jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Des sanctions qui n'impressionnent guère les hors-la-loi, même dans la ville de celle qui s'est battue pour faire bouger les choses. Voilà. C'est l'endroit préféré des jeunes qui viennent faire du rodéo, s'entraîner ici. Samia Ghali retrouve aujourd'hui Nadia Boulinseur, la maire du 15e arrondissement de Marseille. Cet après-midi, elles viennent vérifier si le changement législatif a fait évoluer les comportements. Bonjour. Et a priori, ce n'est pas le cas. Je ne les ai pas inventés, c'était pas prévu, hein, je les ai pas appelés, vous voyez. Donc, et c'est vrai que c'est comme ça, mais sauf qu'on est aux heures de pointe, c'est dangereux pour eux, pas de casque. Vous voyez, allez, Samia Ghali, voilà. Vous êtes connus ici? Ah ouais, ici, ouais, voilà. Mais voilà, mais vous les prenez individuellement, ils sont adorables, hein, c'est pas des... Mais bon, voilà. C'est l'effet de groupe. Pour Samia Ghali, la provocation des motards autour d'elle est particulièrement éprouvante, car elle n'a pas mené un combat uniquement politique, mais aussi une bataille plus personnelle. J'ai une tante qui est décédée, qui s'est fait envoyer en l'air par une moto cross, de la même façon, quoi. Et elle s'est faite ouvrir en deux, et c'est malheureux, quoi. Voilà. C'était en pleine rue, en pleine journée, En pleine rue, en pleine journée. Elle allait chercher ses petits-enfants à la piscine. Et l'histoire familiale de l'ex-sénatrice socialiste n'est pas une exception. Chaque année, les rodéos sauvages feraient ainsi des dizaines de morts en France. Et cela n'est pas près de s'arrêter. Ils sont un danger pour eux-mêmes et aussi pour les autres. Vous avez bien vu, ça se passe aux abords des groupes scolaires, en plein jour. Ils n'ont pas de casque, voilà. Donc effectivement, on se sent impuissant, voilà. Impuissance des politiques. Et ils ne sont pas les seuls. À Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, se trouve l'une des plus grandes fourrières du département. Ici, on a une idée précise de la multiplication des rodéos. Et l'homme qui s'arrache les cheveux à cause de cela, c'est lui, Romain Franzi, patron des lieux depuis 10 ans. Les 2 roues saisies par la justice après les rodéos, il en voit passer tous les jours. Il lui suffit d'ouvrir une porte. Donc voilà, ça c'est on trouve les motos qui font donc ces rodéos sauvages. On a des 125 cm3, des 250. Plus petits, on peut avoir des 110 cm3. On a tous les modèles qui font des rodéos sauvages. Hein. On va prendre cet exemple, là, cette petite moto de cross. On a été la chercher suite à la demande du commissariat parce qu'il y avait un refus d'obtempérer. Toujours le même jeu, le jeu du chat et de la souris entre la police et la personne qui est sur cette moto de cross, quoi. Donc c'est toujours la même chose, on les rentre pour le même motif à chaque fois. Les engins sont mis à l'abri dans ce local sécurisé. Mais depuis quelque temps, les motards hors la loi sont tellement nombreux que Romain Franzi est débordé. Ça fait bien 5-6 ans que ça évolue, hein, le rodéo sauvage. Hein. Donc nous, on en rentre plus souvent donc l'été. Là, c'est une catastrophe parce qu'on peut rentrer 4, 5, 6 motos de cross par jour. Un vrai casse-tête à gérer. On pousse les murs pour que ça rentre, quoi. Donc il y a beaucoup de manutention, on va dire, par rapport à ça, parce que voilà, il faut les ressortir, les re-rentrer, parce que c'est jamais la bonne qui va sortir, c'est toujours celle qui va être au fond. Et donc ça représente de la manutention. On est sous-payé pour l'enlèvement de ces motos et donc pour nous c'est un vrai fléau, quoi. Trop de motos saisies. Mais ce qui exaspère le fourriériste, c'est la suite de la procédure. Dans certains départements, la justice choisit de détruire les 2 roues saisies. Or, en région parisienne, ce ne serait pas le cas.
comme la plupart des motos qui font les rodéos, elles sont rendues aux propriétaires, ce que nous, on n'arrive pas tellement à comprendre, parce que normalement, il y avait une loi qui était passée qui devait détruire ces motos de cross. On est stupéfait parce qu'à chaque fois, ces motos sortent et on les re-rentre après, on va dire, 2 mois plus tard, ou même des fois 1 semaine plus tard, elles peuvent re-rentrer dans nos services. Plus étonnant, les propriétaires parviendraient même à récupérer leurs motos dont la provenance serait douteuse. Donc voilà, là sur cette moto, on peut s'apercevoir que le numéro de série est limé. Donc on ne sait plus à qui appartient cette moto. Ça doit être sûrement une moto volée. Le seul moyen d'identifier la moto, c'est le numéro de série. Il n'y a pas de plaque d'immatriculation ni aucun autre numéro pour identifier la moto. Donc là, on s'aperçoit que le numéro de série a été limé. Et en l'occurrence, on ne saura jamais à qui appartient la moto, si elle a été volée ou pas. Moralité, le fourriériste s'interroge sur la réelle volonté d'éradiquer le problème. Des interrogations partagées dans le sud de la France. Nous retrouvons nos 2 passionnariats. Mairie du 15e arrondissement de Marseille. Aujourd'hui, c'est réunion de crise, avec une seule interrogation. Pourquoi la police n'applique-t-elle pas la nouvelle loi ? Voilà, aujourd'hui, très clairement, ce travail ne peut pas être fait sur site parce qu'il y a un problème de manque de véhicules et manque de voies de personnel. Hein. Avant, c'était le manque de cadre législatif, maintenant, c'est le manque d'effectifs. Donc, en fait, voilà. Les 2 élus rient jaune. Théoriquement, les forces de l'ordre doivent faire respecter le nouvel arsenal législatif. Mais les 2 politiques ne se bercent pas d'illusions. Moi, la police, je la vois pas. Je sais pas où elle est, je sais pas comment elle s'organise. Aujourd'hui, je la vois pas sur le terrain. Ces rodéos sauvages montrent que très clairement, les jeunes se sentent intouchables. Donc il y a un sentiment d'impunité et ça va crescendo, c'est-à-dire qu'au départ, c'est une moto, puis après c'est 10 motos, puis après c'est devant les écoles. Et il n'y a pas que les 2 élus pour dénoncer l'inertie de la police face au rodéo. Exaspéré, un collectif de riverains a traîné la préfecture devant la justice. Résultat, en août 2020, les habitants des quartiers nord ont gagné. L'État a été condamné, du jamais vu. L'inaction de la police reconnue devant la justice, les citoyens victimes de rodéo qui obtiennent 10 000 € de dommages et intérêts. On pourrait croire que cette fois les choses ont changé. Mais pas pour Stewart et sa petite bande, qui lorsqu'ils quittent la cité s'en donnent à cœur joie durant les fêtes de fin d'année. Les rois du cross-bitume vivent leur passion en toute illégalité. Pas de casque, moto tout-terrain sans plaque d'immatriculation, pas de respect des limitations de vitesse, roue arrière sur les voies rapides. Ici, la moindre petite faute peut se traduire par une chute, un accident ou une collision avec les voitures. Mais qu'importe, ils s'en moquent. L'essentiel, c'est de se faire plaisir ou d'épater la galerie. Et ça marche. Je plus qu'à le 85, c'est trop. Les spectateurs sont éblouis par la prestation. Incroyable, incroyable. 2 mois sans les mains. Allez, vas-y, tu sais quoi? Viens pas cabri, tu vas y voir. Stewart devient un véritable showman. Ça, c'est les jeunes de la cité. En tout cas, gros sport. Alors, attention. Le casque, on essaye. Le casque, et voilà. Devant les copains du quartier, l'équipe de Stewart a atteint son objectif, la reconnaissance de leur passion par le public. Pour les gens, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit c'est impressionnant ce que tu fais, ce qu'on fait. À voir, ouais, ça doit être quelque chose. Après, moi, je ne me vois pas. Quand je vois, par exemple, lui, je souris, je suis content. Parce qu'il fait des trucs de malade. Voilà, il y a des gens, des fois, ils nous suivent carrément. C'est-à-dire, ils ont un itinéraire, ils devaient aller là-bas. Ils nous voient, ils nous suivent. Ils nous suivent. Ouais, ça, les téléphones, les enfants, ça, c'est un truc de fou. Un truc de fou, pourtant totalement hors des clous. C'est illégal, malheureusement. Et ouais.
Malheureusement. C'est dommage. C'est dommage. Après voilà, quand on croise la police, on va pas les narguer, on va pas lever devant eux, on va pas faire des doigts d'honneur. On fait notre chemin, ils font le leur et voilà. Après le 3/4 du temps, ils nous laissent plus ou moins tranquilles quand même. Après il y a certaines patrouilles qui nous rendent fous, mais voilà, 2-3 trottoirs et il n'y a plus personne. Hein. Ah, vous échappez quoi. Ah ouais, on s'échappe. On s'échappe pas spécialement pour les narguer, mais surtout pour nous, parce qu'on sait que, entre guillemets, on va encourir quelque chose, peut-être beaucoup d'amendes ou la saisie de la moto. La prison, il y en a qui ont pris Il y en a, la ils ont prison. pris de la prison, juste parce qu'ils sont allés d'un point A à un point B en motocross. Mais pourquoi la police serait-elle aussi réticente à interpeller ces chauffards? Voici la réponse en images. Beaucoup de jeunes qui se livrent à des rodéos résident dans des quartiers populaires. Leur refuge. Si jamais la police les piste, ces motards de l'extrême savent exactement où les forces de l'ordre n'iront pas les déloger. Pour décrypter la difficulté de la police à interpeller les amateurs de rodéo sauvage, voici l'exemple d'une intervention à Dessines-Charpieu, proche de Lyon. La police municipale veut en finir avec ce type de délinquance. Mais sur le terrain, c'est complexe. La motocross blanche et l'homme est porteur d'une casquette et d'un bandana. Une course-poursuite s'engage, le motard est hors la loi. Là, on a constaté l'infraction de base qui est la conduite d'un véhicule non réceptionné. Un véhicule non réceptionné, c'est-à-dire qu'il n'a pas de phare, pas de plaque d'immatriculation, uniquement réservé à la pratique du motocross. Et là, vous êtes sûr qu'il est passé par là? C'est un peu à la pêche là. Là, c'est à la pêche là. Mais coup de chance. Vous l'avez revu là? Ouais, c'est celui-là récupéré. Ouais, c'est bien pris de COP, hein, donc nous on est sûr. Le motard a été localisé. S'engage alors un jeu du chat et de la souris, où la police n'est pas sûre de gagner. Car le fuyard va trouver refuge dans un endroit où les forces de l'ordre ne sont pas les bienvenues. Ouais, c'est celui de COP, il doit être dans le quartier. Hein. Du rentrer dans le quartier. Les policiers n'iront pas plus loin. Ils rebroussent chemin, pour des raisons de sécurité. S'ils s'engagent, ils risquent un guet-apens ou de se faire attaquer par des amis du motard en fuite. Souvent les jeunes ils aident pour la fuite et puis il y a plein de cash en fait. S'il habite le secteur, il peut très bien aussi la monter chez lui. Donc souvent il rentre dans les endroits déjà où la voiture peut pas pénétrer. Alors les courses-poursuites sont-elles interdites? En réalité, au sein de la police nationale, la chasse, comme l'appellent les hommes de terrain, n'est autorisée que si l'affaire est très grave. Par exemple, un fuyard armé. Pour le reste, pas question de mettre en danger la vie d'un policier ou celle des passants, ou même celle d'un délinquant de la route. Afin de ne pas revivre les événements de Villiers-le-Bel en région parisienne en 2007. Un drame qui a coûté la vie à 2 adolescents âgés de 15 et 16 ans, qui roulaient sans casque et utilisaient un engin non homologué. Résultat, 15 jours d'émeutes urbaines, 81 policiers blessés. Mais n'y a-t-il pas autre chose à inventer que ce bras de fer entre policiers et motards hors la loi? Une équipe de passionnés a peut-être déniché une solution. Poursuivre la discipline, mais loin des axes routiers, autrement dit sans mettre la vie des autres en danger. Il y a pas mal d'années, nous, c'est comme ça qu'on a commencé par des rodéos sauvages. Et puis aujourd'hui, on évite. C'est vraiment pas le but du tout d'aller rouler sur la route, sur une route ouverte en fait. Pac et son équipe, les Dirty Rider Crew, une association de bikers créée en 2017, sont persuadés qu'il faut faire évoluer rapidement les choses. C'est un Tetris. On est obligé carrément. Sinon, il nous faudra un 38 âges. Si le groupe est convaincu que les rodéos doivent changer, c'est que leurs voyages à l'étranger leur ont beaucoup appris. Après Paris, ils ont pu voir comment cela se passait à Philadelphie aux États-Unis, à New York
à Baltimore. Là-bas, la folie rodéo a envahi tous les États. Une mode gigantesque qui s'est développée dans les quartiers populaires. Les USA sont le berceau de ce sport extrême né dans les années 80. Mais il y a aussi un revers à la médaille. Dans ce pays qui compte des milliers d'adeptes, la police a choisi la répression. Les passionnés de rodéo sont traqués et sévèrement punis. De retour en France, les Dirty Rider Crew ont retenu la leçon. S'ils ne veulent pas finir au poste ou se voir confisquer leur bécane, il faut fuir les zones urbaines. Faire du rodéo en pleine campagne. Et tant pis si on casse un peu les grandes oreilles de ceux qui habitent dans le coin. Voici le nouveau spot déniché. Un petit coin de verdure près des champs et loin de toute habitation. Et fort heureusement, car ce serait un enfer pour les riverains. Ici, les règles ne sont pas les mêmes que dans les quartiers. Les membres de l'association se protègent avec un casque. Et c'est parti pour le bonheur. En vrai, on oublie tout. Que ce soit bien, que ce soit pas bien, on oublie tout. On n'a plus rien dans la tête, on admire juste le paysage. Un lieu isolé, une ligne droite, le nirvana pour tous ces motards. C'est le moment où on va prendre un peu de liberté, un peu de sensation. On a fait toute cette route, c'est juste pour ça. Une fois de plus, c'est à celui qui fera la figure la plus spectaculaire. Sans les mains. Et parfois, même quand on est loin de la circulation, il y a des chutes. Mais gros, tu t'es bien cogné là. Le pire, c'est que t'as pas mal. Ouais, j'ai mal si j'appuie. Ouais, c'est normal. C'est chaud, c'est froid. C'est normal. Cette blessure n'est pas la première. Et là, la cheville, c'était quand? C'était aujourd'hui ou pas? Non, la cheville, c'était il y a peut-être un mois. La moto qui m'est retombée dessus et ça s'est ouvert. J'ai eu une quinzaine de points de fracture. Malgré leurs bobos, les bikers sont persuadés que l'avenir peut se construire loin des 4 voies ou des centres-villes. Ça change parce que de toute façon le mouvement est voué à grandir. Donc l'idéal ce serait de pouvoir encadrer tout ça, d'avoir une solution. Je pense que ça mettrait un terme à pas mal de problèmes, à pas mal de polémiques et voilà. Parce que c'est une discipline qui est née dans la rue et qui se développe dans la rue. Et tant qu'elle n'aura pas de cadre, elle restera dans la rue en fait, c'est ça le truc. Alors pourquoi ne pas envisager de créer en zone rurale des espaces fermés, bien délimités, réservés à la pratique de cette discipline? Avec un circuit, de longues lignes droites, un cadre légal afin de mieux sécuriser ce que l'on appelle les rodéos sauvages. Mais pour le moment, comme réaliser ce genre d'acrobatie n'est pas reconnu officiellement, la police intervient. Bonjour. Nous, c'est Dirty Riders Crew en fait. Mais alors que le dialogue s'engage de manière très courtoise, d'autres énergumènes, qui n'appartiennent pas à l'association, jouent les troubles-fêtes. Moi, ça ne me dérange pas. Par contre, ceux qui sont décasqués, qui font ça. En gros, on va leur dire de mettre des casques. Ils vont mettre des casques, on va mettre des casques après, dans 1h30, 2h maximum, on est parti. Les policiers, en voiture, comme à moto, semblent connaître les rodéos sauvages et comprendre les efforts de l'association pour tenter de trouver un cadre légal. Ça marche. Et vous avez des cotisations qui rentrent dans votre association? 30 €. 30 € par mois ou par an? Pas de quoi payer un terrain privé. Non, exactement, c'est surtout pour que voilà, on puisse financer, si on bouge à droite, à gauche, ça nous permet de faire des petites choses en fait, c'est surtout ça. Oui, c'est une bonne idée. Nous on pense que c'est la solution, après ça l'est peut-être pas, je sais pas, peut-être ils en auront d'autres à nous proposer. On aiderait la chose et que ce soit moins dangereux, qu'il y ait moins de problèmes, on va dire. Exactement. Tout le monde est d'accord. Le rodéo à la campagne serait une piste à creuser. D'autant plus que si la police peut parfois se montrer compréhensive, pour les vrais chauffards, elle reste impitoyable. « 8h20 du matin, au PC de la police municipale de Dessines-Charpieu en banlieue lyonnaise. Céline est postée devant son mur d'écran, les 93 caméras de vidéoprotection de la ville.
L'opératrice est à l'affût d'un chauffard très recherché, un danger public devant une école. On est en train de visionner un petit peu devant l'école Beauregard. On a eu une doléance par rapport à un véhicule qui tous les matins remonterait la rue en sens inverse. Un automobiliste qui roule à contresens tous les matins pratiquement à la même heure. Il est 8h27. Là voilà, c'est lui. Une fois de plus, il récidive. Sur cet écran, nous pouvons le voir, une voiture noire, sur la mauvaise file, sans se soucier des automobilistes en face ou des mères de famille qui accompagnent leur enfant. Je voudrais pas avoir à l'image un enfant qui se fait renverser par ce genre d'individu qui ne respecte rien du tout et qui met la vie d'autrui en danger. Vous voyez, en tant que maman, de voir ce genre d'image, ça fait quelque chose. Il y a urgence. Vincent Pelletier, le chef de service, est informé de la présence du chauffard. Ce véhicule-là prend des risques inconsidérés aux abords de l'établissement scolaire. Il remonte la file à vive allure et en fait n'hésite pas à forcer le passage. Donc les faits sont réellement avérés et au vu du risque, il va falloir qu'on prenne des mesures là très rapidement. Les caméras de vidéoprotection n'ont pas permis d'enregistrer la plaque d'immatriculation exacte du véhicule. Alors pour interpeller le chauffard, sans aucune contestation possible, Vincent Pelletier opte pour la seule option, le flagrant délit. Dès le lendemain matin, branle-bas de combat au siège de la police municipale. Un dispositif opérationnel est mis en place. On va se positionner au niveau du groupe scolaire. J'aimerais bien qu'on reste discret. On aura un appui vidéo qui fait que du moment que le véhicule sera signalé, on engagera, il prend tous les matins direction des 7 chemins. Donc, au niveau des motos, je pense qu'il faudrait vous mettre en interception au niveau de la zone industrielle et nous, on se mettra bien en retrait. L'intervention s'annonce délicate, avec une faible marge de manœuvre, 5 petites minutes, entre 8h25 et 8h30. C'est bon pour vous? Allez. Ce matin-là, comme tous les jours, aux abords des écoles, le trafic est dense. Le véhicule, à partir de cette zone-là, n'hésite pas en fait à déboîter sur la gauche pour venir en contresens de circulation. C'est pour ça qu'on va essayer de se positionner stratégiquement, d'autant plus que ce matin la chaussée est mouillée, donc on va essayer de faire une interception un petit peu après la zone dangereuse. Seule incertitude, le chauffard va-t-il récidiver? Il est prévu que certaines équipes de police se rendent invisibles avant l'intervention. Mais pourquoi la nécessité d'une telle planque? Si jamais les gens détectent notre présence, il y aura appel de phare et autres, donc ça peut anéantir la mission. Il est 8h32. Cela fait 7 minutes que le chauffard aurait dû se montrer. Les policiers quittent leur planque pour l'interpellation immédiate du chauffard. Le flagrant délit tant espéré par les forces de l'ordre qui se réalise enfin, sans aucun problème. Mais il y a mieux. La preuve par l'image de l'infraction routière. Le délinquant de la route pourra toujours nier. Il existe des éléments matériels incontestables et filmés de sa culpabilité. Reste le plus délicat, lui faire avouer qu'il n'a pas enfreint la loi uniquement ce matin-là. C'est le premier matin là que vous opérez de la manière suivante, à vous permettre de remonter toute la file et contresens de circulation, au vu de la chaussée glissante? Franchement, monsieur, c'est la première fois. C'est la première fois. Vous êtes sûr de vos éléments? Le jeune homme nie la récidive et fait amende honorable. Je suis vraiment désolé, monsieur. C'est parce que je suis un petit peu en retard, il y avait des bouchons là-bas tout à l'heure. Je suis vraiment désolé, monsieur. Pour se justifier, le chauffard, âgé de 22 ans, assure qu'il était pressé de se rendre à une formation. Une version plausible, sauf que les policiers vont dénicher d'autres irrégularités. C'est le seul document que vous avez à nous présenter, c'est ça? Mais ça, c'est pas un document justificatif. D'accord. Vous avez obtenu la carte de permis de conduire? Non, je l'ai jamais reçu. Vous l'avez jamais demandé? En vrai, moi, c'est mon deuxième permis, celui-là. D'accord. Mon premier permis, je l'avais reçu. Et là, pour mon deuxième permis, ils m'ont donné cette feuille.
C'est comment ça? Vous l'avez passé 2 fois le permis? Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que j'avais perdu des points. À cause d'une perte de points? Voilà, ok. À regarder son passé, l'homme ne serait pas un conducteur exemplaire. Il aurait plusieurs délits routiers à son actif. Cela mérite une enquête plus approfondie. L'officier de police judiciaire veut vous voir. Parce que pour le moment sur les dossiers, vous avez un permis suspendu, donc il faut mettre au clair la situation. Donc on va stationner régulièrement le véhicule, vous allez venir au commissariat de Mézieux avec nous, et entre-temps vous allez nous faire venir une pièce d'identité. Ok? Un automobiliste qui roulerait sans permis et qui en plus ferait n'importe quoi au volant. Le jeune homme de 22 ans, calme jusqu'à présent, commence à s'énerver. Ah monsieur, je vous ai dit, j'ai ma formation. Monsieur, j'ai ma formation là, si j'y vais pas là, ils vont me virer. Monsieur, c'est vous qui voyez. C'est soit ça se passe bien et ça va vite, soit ça se passe mal et de toute façon il y a les passes. Ok? Ouais. Attendez. Non, monsieur, monsieur. Regarde, le moteur. Monsieur, vous coupez le moteur. C'est pas fermer la fenêtre. C'est pas vous qui. On va tout fermer, monsieur. Vous avez rien de particulier, rien de dangereux sur vous, monsieur? Monsieur, Ouais, je vais pas partir, hein. Vous allez monsieur, est-ce que vous avez... Voilà, on dirait, vous êtes content de m'embarquer. Alors que je vous ai dit, ma formation, elle est là. Elle a 2 minutes. Elle a 2 minutes, ma formation. Là, dans 2 minutes, je serai arrivé, là. Vous seriez resté dans la circulation, tout ça serait pas arrivé, ok? L'homme interpellé va se révéler être un délinquant de la route chevronnée. Recherché par d'autres services de police pour de multiples infractions. Après son interpellation, il sera jugé en correctionnel et écopera de 12 mois de prison, dont 4 mois fermes. Mais pour être un chauffard, il ne suffit pas d'avoir un casier judiciaire aussi chargé. Car pour certains, car en France, où l'on comptabilise plus de 3000 morts sur les routes par an, être inconscient, je m'en foutiste ou carrément dangereux au volant fait partie de nos habitudes, comme le prouve un sondage de la Fondation Vinci Autoroute. Faites ce test, car chez vous sommeille peut-être un chauffard. Avez-vous déjà injurié un autre conducteur? Si vous avez répondu oui, vous êtes comme 70% des Français. Avez-vous déjà roulé au-dessus de la limite autorisée? 91% des conducteurs de l'Hexagone l'ont reconnu. Vous est-il déjà arrivé de ne pas respecter les distances de sécurité? 72% des conducteurs français commettent cette faute. En région parisienne, cet homme sait parfaitement que monsieur ou madame tout le monde peut se métamorphoser en chauffard. Celui qui veut rester anonyme a des arguments pour appuyer sa démonstration, la dashcam. Voilà, c'est juste cette toute petite caméra qui est donc fixée au pare-brise. Et donc c'est relié directement en USB. Et donc dès que je vais mettre le contact de la voiture, ça va alimenter la dashcam qui va s'allumer. Et donc à partir de ce moment-là, elle va se mettre à enregistrer en continu. Donc il y a une petite carte SD pour sauvegarder. Un modèle à seulement 35 € qui capte tous ses trajets. Une aubaine pour cet homme qui veut rappeler comment chaque jour la route peut se révéler extrêmement dangereuse. Le but avec la dashcam, c'est notamment de montrer des comportements qui potentiellement peuvent être dangereux. Ça se joue à pas grand-chose, on déboîte sans mettre le clignotant ou des choses comme ça. Avec 20 000 km au compteur chaque année, sur les routes et sa caméra qui filme tout, l'automobiliste se protège aussi en cas d'accident. Car les dashcams peuvent aussi avoir une valeur juridique dans le cadre de certaines procédures pénales. En plus, en tant que père de famille, voilà, ça m'embêterait d'avoir des problèmes avec la justice pour un accident où je n'en suis pas la cause. Et le père de famille a raison de chercher à se protéger en cas d'accident. Car quotidiennement, lui et sa caméra sont les témoins de la multiplication des bêtises commises par les autres automobilistes. Des écarts de conduite, parfois insignifiants. La camionnette là qui a dépassé par la droite, alors voilà, ça typiquement, voilà. Voilà, on vient de voir une dame qui prenait ses aises pour tourner vers la gauche. Ou encore cet automobiliste qui se contrefiche de griller un feu rouge.
Bon bah voilà, c'est n'importe quoi encore une fois. Des broutilles sans gravité qui peuvent pourtant se traduire par un choc frontal entre deux véhicules. Voilà, donc là, je me suis retrouvé ici, nez à nez avec la camionnette. Une fois chez lui, il publie toutes les incivilités routières filmées sur une chaîne YouTube pour tenter de responsabiliser les conducteurs. On peut voir ce véhicule qui va tourner à droite alors qu'il est sur l'autre voie et donc il coupe complètement la route des autres usagers. Des délits enregistrés qui ne serviront jamais de preuves transmises à la police ou à la justice. Moi, j'envoie mes vidéos à personne, c'est anonymisé. Moi, je connais pas ces gens, ça se trouve, c'est des gens très bien. À un moment, ils étaient énervés, ils étaient pressés, etc. Ils ont fait une bêtise. Faut garder en tête que ça peut arriver à tout le monde. Hein. Vous pensez que cet homme exagère? Pas si sûr. La meilleure preuve, la voici. Il s'est lui-même filmé en rentrant tranquillement chez lui. Regardez. Une poignée de secondes d'inattention et on devient un danger. Pour soi-même ou pour les autres. Sur la Côte d'Azur, il y a un rescapé qui sait combien la vie peut basculer en une fraction de seconde. Frédéric a bientôt 60 ans. Il y a 6 ans, il était artisan et installait des piscines dans la région de Saint-Tropez. En octobre 2014, sa vie a pris un tournant radical à cause d'une conductrice ordinaire, devenue pourtant une hors-la-loi de la route. Comment j'en suis arrivé là? En fait, j'ai eu un accident de la route et j'ai été en moto et j'ai été percuté par une voiture qui était conduite par une dame qui était au téléphone au volant, qui était au téléphone depuis 90 minutes. Je ne me souviens pas de l'accident, donc j'ai été héliporté tout de suite à l'hôpital de Sainte-Anne. Et au bout de 3 jours, j'ai repris, j'étais dans un coma artificiel. Au bout de 3 jours, je me suis réveillé et je ne sentais plus la moitié de mon corps puisque j'avais eu plusieurs fractures et quelques fracas qui engageaient mon pronostic vital. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ça au début. Ce qu'il ne réalise pas sur le moment, c'est qu'il sera maintenant paraplégique à tout jamais. Et s'il fait et refait des exercices de rééducation, c'est pour éviter que ses os ne se fragilisent. Du drame, Frédéric a conservé ses photographies. Ça, on voit très bien la voiture, la moto. Un choc à 70 km/h pour chaque véhicule, ça fait un arrêt buffet à 140, ça vous donne des dégâts matériels comme ça. Je vous laisse penser les dégâts physiques qui en suivent. Bon, en temps normal, on ne devrait même pas être là. Hein. À partir de ce jour-là, c'est une nouvelle vie et un nouvel homme, amputé non seulement de l'usage de ses jambes, mais aussi de son passé. Voilà, tu vois, là, on était avec les copains. Je suis là en t-shirt blanc, short bleu. Voilà, j'étais debout. Là, j'avais des gros mollets. Bon, on faisait du kitesurf, on faisait la planche à voile, on faisait du bateau, on faisait du vélo, on vivait normalement, quoi. Parmi les activités que je préférais, voilà, c'était on faisait du kitesurf avec les copains, c'était entre autres quand on avait l'occasion de partir également, c'était merveilleux. Victime d'un chauffard ordinaire, Frédéric a dû tout réapprendre. Réaménager sa maison, installer un ascenseur, changer les portes. Tout concevoir différemment. J'ai plus d'espace pour pouvoir accéder à la douche parce que je prends la douche sur une chaise de douche qui me permet d'aller également sur les toilettes de façon à éviter les transferts et pouvoir me laver correctement et pour conserver ma dignité journalière.
Ça, c'est très important pour moi. Également, le plan basque, c'est dégagé de façon à ce que je puisse accéder dessous jusqu'au robinet. De façon à ce que ce soit pratique pour moi, parce qu'autrement, bon, on prend tout sur les gens, mais c'est pas possible. Si Frédéric expose son intimité, c'est pour montrer à quel point un simple coup de fil au volant peut détruire l'autre. Comme je dis, c'est pas souvent la chaise. La chaise, c'est pas le problème. Moi, c'est ma liberté, la chaise. Par contre, ma douleur interne, ma douleur affective, c'est tout ça. C'est tout ce que j'ai perdu par le biais d'un accident que je n'ai pas commis, qui aurait pu être évité et qui est insupportable. Il faut arrêter tout ça. Mais comment stopper les chauffards qui ont des visages si différents? Comment punir un simple oubli, une négligence, et sanctionner un délinquant qui ne respecte rien? Comment les sensibiliser au drame dont ils sont à l'origine? Il est 7 h du matin. Frédéric se prépare pour une rencontre particulièrement stressante pour lui. Il va voir des jeunes délinquants routiers et partager son histoire. C'est dans cet établissement, à Hyères, dans le Var, que la rencontre va avoir lieu. Le docteur Tournebise est le chef du service de rééducation des grands accidentés de la route. On n'attendait plus que toi. Il est à l'origine de ces face-à-face mensuels entre handicapés et délinquants de la route. Donc bienvenue à tout le monde. Donc vous êtes ici pour la journée pour participer, entendre un petit peu des tas de choses qu'on a à vous dire. Je m'occupe du service de rééducation et à ce titre, je prends en charge des personnes qui ont eu des accidents de circulation. Nous faisons ce type d'intervention dans des domaines très différents, hein, pas que pour des personnes qui ont eu des sanctions comme vous, mais aussi dans les écoles, enfin un peu de partout. Pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, 5 personnes doivent passer une journée dans cet hôpital à la suite d'une peine donnée par le procureur. Une confrontation obligatoire avec des victimes qui fait office d'avertissement avant d'aller directement à la case prison s'ils récidivent. But de la manœuvre, sensibiliser ces automobilistes ou ces motards à la réalité de la délinquance routière trop souvent niée. Voilà, si vous pouvez nous dire un mot de votre attente de ce stage. C'est-à-dire prendre conscience des risques qui entrent sur la route. Déjà avec l'alcool et après en général, les excès de vitesse par exemple aussi. Si certains participent, d'autres au départ semblent plus sur la réserve. Se retrouver face à une victime ne libère pas forcément la parole. Est-ce que vous pouvez dire un mot aussi? Non. Rien. Rien, c'est-à-dire pas d'attente ou pas de commentaire? Non, pas de commentaire. Pas de commentaire. Alors, pour provoquer un choc émotionnel, 2 accidentés de la route vont déballer le calvaire qu'ils ont dû endurer. Donc là, je vais laisser la parole à Maury pour commencer, si tu veux. Ouais, ça marche. Donc j'ai eu l'accident, je suis resté 1 mois en réanimation. J'étais en moto, je me suis fait renverser par une personne qui m'a coupé la route, qui m'a apparemment pas vu arriver. On réapprend à vivre en fait, c'est comme si on était bébé mais dans un corps d'adulte. Un témoignage choc. Frédéric explique qu'une voiture ou une moto peut être aussi une arme par destination. Et c'est pas la voiture le problème, c'est pas la moto le problème, c'est pas le téléphone. Moi, dans mon cas, j'ai eu un accident de moto comme lui, mais c'est une personne qui était au volant, au téléphone, depuis 90 minutes. Faut le faire quand même. Moi, ça, c'est pas des accidents, ça c'est des demi-meurtres pour moi. Parce que la nana qui était au téléphone depuis 90 minutes, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle devait raconter pour... Qu'est-ce que vous avez à dire à quelqu'un pendant 90 minutes en roulant? C'est uniquement l'homme qu'il faut changer dedans. Au niveau de l'alcool, au niveau de la cigarette, on n'est pas là pour vous donner des leçons. On est là pour vous faire comprendre qu'il y a toute une foule de gestes qu'on peut éviter. Si les délinquants routiers ne réagissent pas, l'équipe espère tout de même une prise de conscience après cet exercice. Vivre dans sa chair, l'espace d'un instant, les blessures que l'on a infligées aux autres. Réapprendre le sport, parce qu'un chauffard vous a privé de l'usage de vos jambes. Allez, c'est parti. Le but c'est de faire peur. Ah non, absolument pas.
Là même, on va être sur du ludique. On va juste participer, partager une activité. Là, le but, il est juste là. On y va ? Allez. Ouais, faut s'adapter, se mettre en situation à leur place. Un coup à prendre, je pense. Julien n'est pas un fou de vitesse. Ce sont quelques verres d'alcool en trop qui l'ont amené ici. Une ivresse au volant. Je me suis fait arrêter, contrôler par la police, positif du coup. Voilà, après, on fait tous des erreurs. Maintenant, faut plus les refaire, voilà. Se mettre dans la peau d'un handicapé, un exercice de vie par procuration, destiné à leur démontrer à quel point, pour les accidentés de la route, rien ne sera plus comme avant. C'est lié un peu à un jeu, à un sport, un peu une confrontation. Mais l'arrêt, le virage, le départ, on s'aperçoit que les épaules, c'est pas fait pour ça en fait. Les épaules, c'est fait pour tenir, tirer, pousser, mais pas du tout pour se déplacer. Donc ils vont être vite fatigués, ils vont comprendre un petit peu, pas tout à fait, mais justement le fait d'être assis pendant une demi-heure sur une chaise, ils vont s'en rendre compte au bout d'un moment. Mais eux, la différence, c'est qu'au bout d'une demi-heure, ils vont pouvoir se lever. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est sportif, hein? C'est sportif. Ah oui, c'est très sportif quand même. Force des bras, hein. Vous avez vu qu'au niveau du déplacement, on est sur un terrain lisse, ça pose aucun problème. Oui. En fait. Vous avez remarqué que ce fauteuil-là, ils ont des roulettes anti-bascule fixes et des roues inclinées. Oui. Mais ça, on ne peut pas l'utiliser au quotidien. Pourquoi? Parce que, ne serait-ce que dans l'embrasure des portes, ça ne passe pas. Ah oui, d'accord. Le bas est trop large. Il va falloir digérer tout ça et peut-être que ce serait bien de leur reposer la question dans un jour ou deux, savoir s'ils ont retenu de quelque chose de tout ça. Mais je suis confiant et je pense que ça va leur marquer. Une technique payante pour certains. Après l'exercice, vient le temps de la réflexion. Ça fait réfléchir. Je dis que si demain ça devrait arriver, je le referai pas. Je prendrai pas le risque en me disant ce soir je vais en soirée, je conduis et je bois en même temps. Parce que ça va pas ensemble en fait. Ça va pas du tout ensemble. Pour éviter de finir dans un fauteuil. Ou de mettre quelqu'un d'autre dans un fauteuil aussi. Et c'est ça le pire. C'est que j'ai quelqu'un de ma famille qui a un fauteuil roulant et que je prends le risque de prendre le volant en ayant bu. Finir comme ça en fauteuil roulant toute sa vie, ça doit être triste. Hein. Ça doit pas être le bonheur, quoi. Tous les rêves qu'on doit abandonner. En 2019, 74 000 personnes ont été blessées sur la route, dont 22 000 qui ont été hospitalisées.